Bonjour Sébastien Ndiaye. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur LCI. Ce matin, le coronavirus. Ce jeudi matin, la France est toujours au stade 2. Il est peu probable que nous échappions au stade 3. C'est vous-même qui l'avez dit hier. 1, est-ce que c'est inévitable, vous confirmez? Et 2, est-ce que c'est une question d'heure ou une question de jour? Alors, c'est pas une question d'heure, évidemment. Ce qui est important, c'est que quand il y a une épidémie qui progresse, quand elle touche plus de 60 pays au niveau mondial, on ne va pas se mentir et on ne va pas se dire que la France va voir comme un nuage qui s'arrêterait à nos frontières, la propagation de cette épidémie s'arrêter à nos frontières. Donc l'objectif que nous avons, c'est de faire en sorte d'être prêts au moment où on arrive dans un stade épidémique qui effectivement me paraît inévitable. Donc on arme notre système de santé, on donne aussi des bons gestes à la population française parce que j'ai envie de vous dire, ce qui freine le plus l'épidémie, c'est faire en sorte d'avoir les bons comportements à titre individuel. C'est se laver les mains, ne pas se faire la bise, ne pas se toucher. Voilà. Mais vous dites à l'instant, ce qui compte pour le passage au stade 3, c'est que nous soyons prêts. C'est ça le facteur de déclenchement ou c'est la propagation de l'épidémie qui échappe un petit peu à votre préparation, à vous, le gouvernement? Alors, en fait, quand je dis ce qui importe, quand on passe au stade 3, c'est pas ce qui détermine le passage au stade 3. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le stade 2 d'une réponse à une éventuelle épidémie, c'est de faire en sorte de freiner sa propagation. Pourquoi c'est utile de freiner la propagation? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut qu'on puisse armer le système sanitaire et donc il faut organiser le système sanitaire en fonction des données qu'on connaît sur la maladie. On sait que c'est une maladie qui dans 15% des cas va provoquer des formes assez sévères et qui dans 5% des cas va nécessiter une hospitalisation en réanimation. Donc c'est mieux d'être prêt pour nos services de réanimation. C'est mieux, c'est ce que vous vouliez nous dire en fait. Exactement. Hein, la deuxième chose, c'est que évidemment, ça n'est pas nous qui allons décider du jour où la France est dans une situation épidémique. C'est les faits scientifiques. Toutes les décisions qu'on prend, elles sont guidées par un rationnel scientifique. Vous dites qu'on n'est pas encore en épidémie, là? Non, on n'est pas encore... Parler, non, dans la définition, dans la définition d'une épidémie scientifique, il faut qu'il y ait des chaînes de transmission dont on ne peut majoritairement pas retracer le patient zéro. Aujourd'hui, dans les 3/4 des cas, on peut retracer le patient zéro. Il y a des endroits où le virus circule plus activement que dans d'autres. C'est le cas dans l'Oise, c'est le cas dans le Morbihan, probablement à Mulhouse, puisqu'on a vu qu'il y avait eu un rassemblement religieux qui avait contribué à la diffusion de ce virus. Ça, c'est un facteur d'accélération. Alors, évidemment, le fait que... de rassemblement avec des personnes infectées. C'est la raison pour laquelle on a fait en sorte qu'il ne puisse plus y avoir de rassemblement dans des milieux confinés avec des gens qui sont rassemblés, collés les uns contre les autres pendant un temps donné et en milieu confiné et en même temps. Je précise parce que, évidemment, entre le moment où moi je dis une information à la télé, ou Olivier Véran ou Jérôme Salomon, ou les pouvoirs publics, et le moment où elle est reçue par les Français dans leur oreille, parfois il y a des choses qui se perdent en route, notamment sur ce sujet des rassemblements collectifs. Donc je préfère repréciser les choses. D'ailleurs, très rapidement, la jauge, c'est pas très joli, mais enfin, la limite de 5000 personnes au-delà de laquelle on ne peut pas se rassembler, elle va pas baisser pour l'instant. Hein. Non, on n'envisage pas de la baisser, sauf dans les endroits où il y a vraiment une circulation active du virus, comme dans l'Oise par exemple, où on a interdit tous les rassemblements collectifs. Vous me disiez tout à l'heure, c'est pas une question d'heure. Donc c'est une question de jours. On va s'installer encore quelques jours au stade 2. On va y rester là. Il y a un palier, écoutez, c'est pas moi qui le détermine. Oui. On regarde comment le virus progresse. Peut-être qu'il y aura des accélérations. On a plutôt une cinétique qui est assez rapide dans le développement de la circulation du coronavirus. Donc on est très attentif. C'est pour ça qu'on suit jour après jour le nombre de patients qui sont infectés, parce que ça nous permet de regarder à quelle vitesse l'épidémie se développe et dans quelle zone du territoire. Alors le stade 3, vous le répété depuis plusieurs jours avec les autres experts, c'est quand le virus circule sur tout le territoire et non plus sur des zones très identifiées. Il y a une certaine confusion quand même sur les conséquences qu'aura ce passage au stade 3 sur la vie quotidienne. À la fois, on nous dit, je crois que vous l'avez dit, les contraintes vont finalement diminuer. Et puis, on sait que par ailleurs, le stade 3, au contraire, ça peut entraîner des fermetures d'écoles en masse, des transports en commun par ville ou à l'échelle nationale. Bref, ce sera plus lourd ou ce sera moins lourd, le stade 3 pour nous? Alors, en fait, ça dépend qui est le nous. Si le nous est individuel, sans doute que... Un nous individuel? Alors, quand on regarde... comment est-ce qu'on gère une épidémie au fur et à mesure qu'elle se développe et qu'elle s'installe dans un pays? Dans un premier temps, on entend parler d'un virus, c'est le coronavirus, le Covid-19, il est en Chine. On voit qu'il y a une épidémie en Chine.
Notre objectif, c'est de faire en sorte que le coronavirus n'arrive pas en France, ou en tout cas arrive le plus tard possible, le temps qu'on comprenne de quoi il s'agit, quelle est la réponse immunitaire du corps, est-ce qu'on peut avoir un médicament, etc., etc. Donc on freine l'entrée du virus sur le territoire national. Et du coup, à chaque fois qu'il y a des gens qui se présentent venant de zones infectées, on leur fait prendre des précautions, prenez votre température, appelez le 15, etc. Puis il y a un moment donné où le virus est arrivé en France. Il commence à circuler, c'est le stade 2, et là on se dit, notre objectif c'est freiner sa propagation. Donc on va mettre beaucoup de contraintes qui sont des contraintes, j'allais dire, qui vont être des contraintes collectives. On va fermer des écoles parce qu'on sait que les enfants sont potentiellement des vecteurs de transmission, et donc on se dit, dans un territoire comme l'Oise, où manifestement il y a beaucoup de patients, pour pas augmenter le nombre de patients, vu qu'il y a des parents qui sont infectés, les enfants vont pas à l'école. Oui. Et ensuite, dans un troisième temps, une fois que l'épidémie elle s'est installée sur tout le territoire national, ça sert à rien de dire qu'on va empêcher les enfants d'aller à l'école. Notre objectif, c'est d'atténuer les effets de l'épidémie pour les individus. Autrement donc on met le dit, paquet sur le soin en fait et sur la prise en charge des personnes qui sont identifiées comme malades. Parce que et donc il n'y a pas d'écoles qui seront fermées. Il n'y a pas d'écoles qui seront fermées dans le stade. Il n'y a pas d'écoles qui seront fermées dans le stade 3. Si on les ferme maintenant, c'est pour empêcher que le virus se propage. Dans un second temps, quand on attrapera la maladie, j'allais dire, de manière pas forcément... sur n'importe où sur le territoire, ça n'aura plus forcément de sens d'avoir ce type de mesure. Je voudrais quand même préciser une chose. Juste encore une fois, pour la description de ce stade 3. Donc, vous nous dites pas question de fermer davantage d'écoles qu'aujourd'hui. Les rassemblements ne seront pas plus limités qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est bien ce que vous nous dites? Alors évidemment, on avait compris. Non mais on fera. Je sais que c'est difficile à comprendre. Moi, je suis pas épidémiologiste. D'ailleurs, il y a peu d'épidémiologistes en France comparé au nombre de Français, et donc c'est normal que ce soit compliqué de comprendre les mesures qu'on prend au fur et à mesure. Mais non, mais j'entends complètement, et je veux pas du tout dire les gens sont idiots ou quoi ou qu'est-ce. Ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué à comprendre. Il y a des moments. Par exemple, sur les rassemblements actuellement, il y a des rassemblements qu'on interdit et d'autres qu'on n'interdit pas. Les matchs de foot, je sais que ça fait polémique. On se dit, pourquoi tel match de foot on l'a pas interdit alors qu'on a interdit le semi-marathon de Paris? Il faut regarder quel est le sous-jacent scientifique derrière. Si on n'interdit pas un match de foot avec deux équipes qui viennent d'endroits où le virus ne se diffuse pas, c'est parce qu'on estime que scientifiquement, en fait, ça ne va pas permettre de propager l'épidémie. En revanche, si vous me dites, demain, il y a une équipe de foot qui vient de Lombardie où il y a une circulation épidémique du virus avec ses supporters en France, on interdira naturellement ce match. D'accord, donc c'est vraiment... Il y a du un peu au cas par cas. Il y a du cas par cas, évidemment, mais ce que je veux aussi dire, c'est que dans un stade 3, vous savez, on ne va pas arrêter la France. Notre pays est un pays qui est solide. La vie ne s'arrêtera pas. La vie ne s'arrêtera pas. Est-ce que c'est un arbitrage du gouvernement, ça, Sibeth Ndiaye? Est-ce que vous avez... Je pose ma question. Est-ce que vous avez arbitré sur les contraintes en vous disant, finalement, nous, on veut, par exemple, que la vie économique continue dans l'intérêt des Français, et donc, on va décider qu'à ce stade 3, finalement, il y aura le moins de contraintes possible. Alors, est-ce que c'est un arbitrage? En fait, le gouvernement, vous savez, suit des préconisations scientifiques et sanitaires. Donc, on ne se lève pas un matin sur un coin de table avec Édouard Philippe et Olivier Véran en se disant « nous, ça nous arrangerait plus que ce soit comme ci ou comme ça ». On suit des préconisations scientifiques. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que chaque année, en France, il y a une épidémie de grippe. Cette épidémie de grippe, elle touche 2,5 à 3 millions de personnes. Elle fait malheureusement plusieurs milliers de décès chaque année. Aujourd'hui, on a plus de décès en France de la grippe que dans le monde du coronavirus. Ça ne veut pas pour autant dire que je minimise qu'est le coronavirus, parce que c'est une maladie nouvelle, émergente, qu'on ne connaît pas bien. On n'a pas encore de traitement. Évidemment, c'est normal. Par rapport à la grippe saisonnière, mais c'est normal. Bien davantage à ce stade. Mais bien sûr, c'est complètement normal. Quand vous êtes devant l'inconnu, il faut que vous vous armiez face à cet inconnu. Et donc, on prend des précautions qui sont des précautions qui nous paraissent raisonnables. Mais c'est pas nous qui disons quelle est la réponse scientifique sanitaire qu'il faut avoir dans un stade 3. Il faut avoir conscience que 80% des malades ont un gros rhume, une grosse grippe au maximum, et qu'il y a 20% de cas qui sont compliqués. On ne va pas arrêter le pays pour autant, il faut qu'il puisse y avoir de la continuité de l'activité. Et pour une bonne et simple raison, on a vu pendant les grèves que quand une infirmière, un médecin ne pouvaient pas accéder à l'hôpital, c'était plus compliqué pour soigner les gens. Donc moi, je préfère qu'il y ait une continuité des transports, par exemple, notamment dans des grosses agglomérations, pour que le personnel indispensable puisse accéder facilement à ces lieux de travail. Encore beaucoup de questions. Est-ce que
Vous pouvez répondre de Plus façon court. très synthétique. Le président reçoit une trentaine de chercheurs tout à l'heure à l'Élysée. Est-ce que ça peut être un facteur de déclenchement du stade 3 ? Non, Parce pas qu'après, du tout. c'est En très fait, l'idée, c'est vraiment de la mobilisation pour la recherche française en direction du coronavirus. Est-ce que le président est suivi médicalement de façon particulière ? Non. Il est Pas suivi du comme tout. n'importe quel Français. S'il se mettait à avoir un gros rhume, évidemment, et qu'on pouvait tracer éventuellement le contact avec quelqu'un qui a été porteur de coronavirus, il se ferait tester, mais comme moi, mais comme n'importe qui. Les élections municipales seront maintenues, c'est toujours la ligne. C'est toujours effectivement notre objectif, faire en sorte que les élections municipales soient maintenues. Il n'y a pas de raison de les annuler. Évidemment, je comprends qu'il y ait de la peur, que les gens se disent, est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans un bureau de vote ? Dans un bureau de vote, vous y passez peu de temps, vous pouvez vous laver les mains au gel hydroalcoolique avant et après, faire tous les gestes qui font qu'on peut parfaitement aller voter en toute sérénité. Les parents des élèves dans les écoles sont à ce jour fermés, peuvent se déclarer en arrêt de travail en ligne sur le site de la Sécurité sociale. C'est un arrêt maladie qui est indemnisé. Exactement, on a pris un décret le 31 janvier dernier, spécifiquement dans la prévision de ce stade 2 où on aurait des parents qui devraient garder leurs enfants. Et donc, on a une déclaration qui est très simple à faire, y compris par l'employeur, pour que le salarié puisse bénéficier d'indemnités journalières. Pour 20 jours. Pour 20 jours. C'est pour 20 maximum. jours. Parce Voilà. qu'on sait que le temps de la maladie, c'est 14 jours d'incubation, donc on a pris 20 jours. D'accord. Sibeth Ndiaye, on parlait des municipales. Vous dites à ce stade, elles sont maintenues. Il n'y a aucun bien problème, il n'y a pas de risque. On va parler du débat hier soir sur LCI, sur les municipales à Paris, la bataille parisienne. On a vu la grande confrontation orchestrée par David Pujadas sur notre antenne avec 7 candidats et dont votre ancienne collègue du gouvernement, Agnès Buzyn. C'était sa première épreuve du genre, on va dire. Quel était son état d'esprit d'ailleurs quand elle a terminé? Alors, je voudrais d'abord souligner une chose. Dans un moment où le débat politique, franchement, parfois, ça ressemble à un combat de boue, où les gens appellent toutes les 2 minutes à la révolte générale, vous expliquent qu'on est en dictature, ou en tout cas dans une démocratie tout à fait autoritaire. Je voudrais souligner le fait qu'on a eu hier 7 candidats qui se sont parlé correctement, qui ont échangé des points de vue sur le fond. Et honnêtement, en tant que téléspectatrice, ça fait du bien de voir qu'on peut faire de la politique sans s'écharper, sans s'insulter. Je voudrais vraiment le saluer d'un point de vue démocratique et saluer aussi ce que cette chaîne a réussi à faire pour élever le débat démocratique. Après, je dirais que Agnès Buzyn était prête dans sa tête. Elle savait qu'elle montait sur un ring. Elle anticipait le fait de pouvoir être potentiellement la cible comme ex-membre du gouvernement de ses compétiteurs. Je crois qu'elle a été très solide. Je pense qu'elle a été plutôt contente parce qu'elle a pu dérouler ce qui était important pour elle. Au fond, c'était de montrer qu'elle avait envie de Paris, que ça venait de quelque chose d'assez profond, de pouvoir se mettre au service de ses concitoyens. Et puis, elle a donné son programme, elle a donné ses idées. Moi, je pense que c'était important et qu'elle en était plutôt contente. Vous me dites qu'elle s'en est bien tirée, c'est le contraire qui aurait été étonnant, mais au vu de ce qu'elle a donné, entre guillemets, hier soir, quels sont ses atouts, selon vous, et quelles sont encore ses faiblesses ? Je pense que c'est une femme qui a évidemment beaucoup de compétences. Elle a eu à gérer des crises, donc administrer une ville, diriger une ville. Je crois que c'est très largement à sa portée et même au-delà. Peut-être que si elle avait une faiblesse dans le monde qui est celui qu'on a aujourd'hui, ce serait de dire que c'est pas une femme politique traditionnelle, qu'elle n'a pas coché le cursus honorum, d'être élue. C'est pas une vraie faiblesse. Il y a des gens qui considèrent que c'est une faiblesse. Moi, je crois pas du tout. Je crois pas non plus que ce soit une faiblesse de ne pas être vindicative à l'égard de ses adversaires, parce que je pense qu'en fait, les gens en ont ras les couettes que le débat politique, ce soit des hurlements et des attaques systématiques. Donc, au fond, je serais très heureuse de pouvoir voter pour elle le 15 mars. Ras les couettes. Sa faiblesse, c'est aussi sa position dans les sondages. Avec notre partenaire Harris Interactive Epoca, 17% hier, le dernier sondage, alors que Rachida Dati est à 25 et Anne Hidalgo à 24. 17, c'est loin. Écoutez, l'élection n'est pas du tout faite. On est encore à une grosse dizaine de jours du scrutin. Donc moi, je crois qu'il faut continuer à travailler. Elle est arrivée, on ne va pas se mentir, dans des circonstances qui sont difficiles. C'est rattrapable évidemment, sinon on ne ferait pas de la politique. Ouais. Si on pensait que tout était figé, on ne se battrait jamais. Cédric Villani est apparu assez central hier au cours de ce débat. Pas d'attaque frontale, ni de sa part d'ailleurs.
ni contre lui. On a même noté une certaine bienveillance d'Anne Hidalgo à son égard. Il pourrait y avoir un rapprochement de second tour entre Alors, je Villani ne et vais pas Hidalgo. me pencher sur les calculs que pourrait faire secrètement dans sa tête Anne Hidalgo en vue du second tour de l'élection municipale. Moi, je crois que, au fond, Cédric Villani reste quand même un cousin de la famille majorité présidentielle. Et donc, évidemment, j'ai été très déçue de la décision qu'il a prise. Je l'ai dit à de nombreuses reprises. Je pense que c'était une mauvaise décision parce que c'est pas bien de diviser sa famille politique. Après, sur le fond, il n'y a pas de rupture majeure avec Cédric Villani et vis-à-vis de la République Rien en marche. d'irréparable. Je ne Rien crois pas qu'il y ait d'irréparable. quelque chose d'irréparable. Et donc, on verra ce que sera le second tour de l'élection municipale. Mais en tout cas, Toutes les alliances sont possibles je pense gagner Paris. Avant de se poser la question des alliances du second tour, essayons de bien vivre et d'être le plus haut possible au premier tour. En tout cas, cousin de LREM, c'est ce que vous dites pour Villani. Donc, il est toujours dans la famille, effectivement, vous considérez. Il le dit lui-même. Vous avez commencé par dire que c'était un débat de très bonne tenue. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de femmes a un peu joué? J'aime pas tellement me dire que la politique est genrée, mais je pense malgré tout que, en fait, c'est pas tout à fait la même approche des choses et que, manifestement, il y a eu une volonté d'avoir quelque chose qui soit apaisé. Et au fond, c'est comme ça qu'on comprend mieux les idées qui sont développées. Quand on se parle les uns sur les autres, quand en fait on ne s'écoute pas parler les uns les autres, on a peu de chances de réussir à argumenter de manière intelligible. Et au fond, dans le monde dans lequel on vit, les Français, ils ont besoin que ce soit clair, que ce soit compréhensible. Et j'espère que ça a été le cas, je le crois, hier. Alors, deux questions encore importantes. D'abord, la décision de la justice française qui requalifie les chauffeurs VTC Uber en salariés. C'est le nouveau monde qui est rattrapé par les bonnes vieilles règles du social, donc. Non, je pense tout simplement que... Alors, il y a une jurisprudence, et une jurisprudence dont on verra comment elle vivra dans les mois et les années à venir. Ce qui est surtout important de comprendre, c'est qu'il y avait un modèle avant, dans le monde du travail, qui était le salariat. Ce modèle, il a été percuté par ce qu'on appelle l'ubérisation, le fait qu'il y ait des plateformes qui se développent avec l'auto-entrepreneuriat. Peut-être que, et c'est d'ailleurs ce qu'a souhaité le gouvernement, qu'on ait une réflexion sur comment est-ce que le monde du travail évolue. Il y a quelques dizaines d'années, tout le monde rentrait sur le monde du travail par CDI. Aujourd'hui, c'est du CDD. Ça pose des questions sur cette évolution-là. Moi, je préfère qu'on ait une réflexion juridique, j'allais dire même presque philosophique sur le rapport au travail. C'est l'objet d'un certain nombre de missions qui ont été lancées. Je pense que la question, elle se pose vraiment et qu'on doit y apporter une réponse qui soit encadrée juridiquement pour tout le monde. Alors, un sujet grave, c'est la Turquie qui menace l'Europe d'ouvrir ses frontières aux millions de migrants qui voudraient venir, par exemple, en France. Jean-Yves Le Drian, d'abord, il a dit et répété que ce chantage d'Ankara est inacceptable. J'allais dire, en bon français, so what? Et alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être d'abord comprendre quelle est la situation aujourd'hui en Syrie. En Syrie, Moi, je demande la position de la France. On a des centaines de milliers. Aujourd'hui, on évalue de l'ordre de 3 millions des gens qui sont pris quelque part en otage dans une poche qui s'appelle la province d'Idlib. Dans cette poche en Syrie, on a des situations humanitaires épouvantables. On a une armée syrienne du régime syrien qui a décidé de reprendre cette province alors qu'elle était plutôt sous protectorat turc, on va dire. Et évidemment, ça nous conduit à avoir une situation épouvantable d'un point de vue humanitaire. D'abord, on pense qu'il faut une réponse européenne de solidarité vis-à-vis de la Grèce pour faire en sorte qu'on puisse apporter de l'aide à la Grèce. On a débloqué 700 millions d'euros hier. De l'aide à la Grèce pour... De l'aide à la Grèce accueillir, pour protéger les frontières et apporter une réponse humanitaire à ceux qui ont besoin de cette réponse humanitaire aujourd'hui. Nous ne céderons pas. Si jamais les frontières étaient d'une certaine façon percées par tous ces migrants qui veulent à tout prix, des hommes, des femmes, des enfants, venir chez nous, si elles étaient débordées, est-ce que la France accueillerait des migrants sur son territoire? D'abord, il faut comprendre géographiquement à quoi ça ressemble. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de migrants de réfugiés partis de Syrie qui est franchi la frontière turque pour traverser la Turquie et arriver en Grèce. Je veux juste le dire, les images qu'on voit, c'est le chantage qui est exercé par les Turcs en faisant en sorte que des personnes qui étaient déjà sur leur territoire
avant les derniers événements qu'on a connus à Idlib, et c'est qu'ils soient poussés vers la frontière grecque. Donc on voit bien l'instrumentalisation absolument abominable qui est réalisée par les Turcs. Erdogan a dit c'est pas vrai, je fais pas de chantage. Il l'a répété. Évidemment qu'il y a du chantage qui est exercé en direction de l'Union européenne. Et évidemment que ce chantage, il a vocation à nous faire intervenir sur le territoire syrien. Mais auprès de Poutine, on a une activité diplomatique intense. Le président de la République a eu des échanges avec la Russie parce que, évidemment, nous souhaitons que l'offensive de l'armée syrienne telle qu'elle a été menée cesse parce qu'elle contrevient à tous les accords internationaux, Astana, Sochi. Il ne peut pas y avoir d'initiative française, il n'y aura d'initiative qu'européenne. Nous pensons que nous devons agir dans un cadre européen, mais nous sommes extrêmement leaders dans ce cadre européen, puisque nous avons poussé pour qu'il y ait une réunion des ministres de l'Intérieur avec Christophe Castaner. Elle a eu lieu hier. Une réunion des ministres des Affaires étrangères, je crois qu'elle aura lieu vendredi, à la fois pour affermir la position européenne et surtout pour dégager les moyens nécessaires pour l'intervention humanitaire. Les Grecs, vous ne laisserez pas, l'Europe ne laissera pas. On ne laissera jamais tomber les Grecs. Donc il y a urgence quand même à intervenir. Merci beaucoup d'avoir été ce matin, Sibeth Ndiaye, sur le plateau d'LCI.